Pouvez-vous bannir la haine de votre cœur et poursuivre votre vie avec sérénité? C'est la clé du bonheur et même parfois du succès. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur Free Matin. Bernard Kikisagbe alias KGB, arrêté au Togo, a été officiellement remis aux autorités policières du Bénin hier dans la soirée. Sous escorte policière, il a été remis aux agents du commissariat spécial de police de Sanvé-Kondi. Il a été par la suite conduit de Ila-Kondi à Cotonou par la délégation de la police républicaine. Il répondra donc des présumés frais d'escroquerie qu'il aurait commis. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat avec Kader Achirou et Carles Kitome. Kader Achirou, vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dimon. Bonjour à vous, chers amis internautes. Dans la une des parutions ce matin, nous avons la gestion des affaires des panneaux publicitaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons le transfèrement de Bernard Godonou, Kikisagbe, alias KGB, au niveau de la frontière d'Ila-Kondi. Et pour finir, nous avons toujours les différentes impressions et réactions au sujet de l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 à travers le référendum qui se profile à l'horizon. En sport, la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO a pris fin ce dimanche du côté du Niger et a connu la participation effective de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le Bénin, nous y reviendrons donc en sport. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Esther Tofa. Bonjour. Bonjour Nadège Dimon, bonjour chers amis internautes. Au menu, nous avons le déroulement de la première journée des épreuves écrites du baccalauréat et l'officialisation de la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. À suivre sur Free Matin, le débat, quelques informations pêle-mêle, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La Nation pour démarrer ce matin. Pollution de l'air, un casse-tête à Cotonou et environ, toujours avec le quotidien national d'information. Baccalauréat session de juillet 2018. Démarrage de l'examen sans incident outre la pluie. Matin libre, affaire gestion des panneaux publicitaires à Abomey-Calavi. Georges Bada doit être révoqué pour faute lourde. La renaissance du Bénin, elle, Patrice Talon, est-elle au-dessus de la loi? S'interroge le confrère ce matin. La loupe à l'oreille droite de la une de l'apparition du jour de Matin Libre, KGB ou la boîte de Pandore. Des précisions à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Proposition d'amendement de la Constitution, le clair-obscur d'une certaine société civile. Des précisions à la page 8 de l'apparition du jour de Matin Libre. Nouvelle économie, Romuald Wadaï, argentier national au directeur des affaires financières des entreprises Talon, s'interroge le confrère de Nouvelle Économie ce matin. Le Béninois libéré, mobilisation de gros moyens pour le transfèrement d'un compatriote qui n'a rien fait de mal à ses frères, qui de KGB et de Adegny est dangereux pour les Béninois. Les preuves des magouilles orchestrées par ce dangereux chef de quartier. Nous restons avec le Béninois libéré, baccalauréat session de juillet 2018, à découvrir dans les colonnes du journal le message de papa Robert Guyan aux enfants candidats. Le matinal présumé affaire d'escroquerie, KGB extradé au Bénin, acquisition de transformateurs pour la centrale de Maria Gleta, une mission en Croatie, nous renseigne l'apparition du jour du quotidien Le Défi d'une génération. Fraternité lutte contre la fraude douanière. La douane sort la grande artillerie, la direction régionale d'intervention rapide de l'Atlantique et du littoral complique la situation fraudeur des douaniers complexes sanctionnés. Toujours avec le quotidien Fraternité, rayonnement du football béninois à l'international, comme la Croatie, qui doit nous faire rêver. Mais avec cette fédération de football, demain n'est pas la veille. Le Caribou, établi au Togo après une affaire d'escroquerie dans laquelle il est mêlé. Bernard Godonou Kikisagbe ramené hier au Bénin. L'Afrique en marge, malgré leur échec le 5 juillet 2018, Hungbedi Amousounago en route pour le référendum. Les raisons inavouées d'une démarche suicidaire du bloc de la majorité parlementaire. Ils tiennent à faire leur examen blanc avant d'aller composer en 2019. Le potentiel grande messe politique du mouvement de réveil patriotique week-end dernier à Papa. Richard Vodonou marie la 15e circonscription électorale à Patrice Talon. Un bureau de 27 membres pour annoncer les bienfaits du référendum au peuple. Toujours avec le potentiel climat des affaires sous le régime de la rupture du président Patrice Talon. Patrice Talon fait le lit doux aux entreprises locales. Ouverture d'une session supplémentaire à la Cour d'appel de Cotonou. L'affaire d'un Ivor de nouveau devant les jurés. 24 dossiers inscrits au rôle, nous rapporte
le potentiel ce matin. L'économiste Commission économique pour l'Afrique, 278 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat féminin. Nous passons au quotidien La Dépêche pour finir ce matin. Démission des institutions de contre-pouvoir, un terreau à la dictature. Insistance du BMP à modifier la constitution par voie référendaire. Le juriste Landry Adenakon exhorte à l'abandon du référendum. L'Afrique en marche et les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez également retrouver les quotidiens qui paraissent en République du Bénin en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. Esther Tofa pour la présentation. Bonjour chers amis internautes, les candidats à l'examen du baccalauréat poursuivent depuis ce matin la phase écrite de l'examen du baccalauréat. La première épreuve était celle du français hier, une épreuve assez abordable selon certains candidats rencontrés à la fin de cette première journée par Billy Laibi et Christian Thomas-Himena. Nous venons de terminer la composition française et cela portait sur le mode d'aujourd'hui. Voilà, donc voilà, vous nous avez vu, nous sommes tous sur la cour pour prendre une pause d'abord avant de recommencer les épreuves de l'après-midi. Chacun peut prendre ça comme il veut, on ne peut rien dire, c'est abordable. Ce soir, on va composer en mathématiques et en SVT. On a composé en français et bon, c'est pas trop difficile, c'est abordable et c'est bien. C'est à propos des jeunes filles qui copient les Européens aujourd'hui. Bon, c'était pas mal, les épreuves étaient abordables. Bon, pour la plupart du temps, c'était abordable. L'épreuve de français, bon. En SVT et en mathématiques. Donc les mathématiques débutaient après les SVT. Bon, ce matin, on a composé en français. Ça parlait sur l'habillement, en fait, le comportement vestimentaire des jeunes d'aujourd'hui en Afrique. Bon, c'était abordable à l'élève moyen. Donc, c'était bien pour moi. J'ai bien composé pour cette première épreuve, pour ce début, quoi. J'ai bien composé. J'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au 3e jour. Oscar Kidjo, figure emblématique du monde artistique et culturel béninois, s'en est allé le vendredi 13 juillet dernier. Le grand producteur a donc fini son parcours sur la terre, un parcours que nous vous invitons à revisiter. Un nom immense qui incarne humilité, grandeur d'esprit, don de soi, un nom d'école tout simplement. Oscar Kidjo, avec un visage rassurant et une allure de prince, est un artiste hors pair, musicien, expert en management d'œuvres phonographiques, ancien directeur de la promotion artistique et culturelle, diplômé de plusieurs universités béninoises, américaines et françaises. Le regretté Oscar Kidjo s'est fait distinguer par son sens du travail bien fait et par sa modestie. Très aimé et respecté par les musiciens du Bénin et d'ailleurs, Oscar Kidjo, frère aîné de l'artiste international Angélique Kidjo, qu'il a beaucoup soutenu au début de sa carrière, est un ancien membre du Conseil économique et social. Il était comédien, danseur, percussionniste et guitariste depuis sa jeunesse. Ancien cadre du ministère de la Culture, Oscar Kidjo est connu du grand public comme un ingénieur de son. Propriétaire des studios Zini à Cotonou, l'illustre disparu a travaillé avec de très grands artistes comme Sagbohan Danialo, Toron Stan, Gégé Viké, Hiri Kanta, Zenab Habib et autres. Il a aussi apporté sa touche aux albums des groupes de musique comme Black Santiago et Polyrythmo. Oscar Kidjo, ou encore mieux, Dak Ndjamanta Zogben, était un homme discret, humble, professionnel, disponible, différent et très généreux. Attitude très rare dans un milieu artistique, fait de rivalités et de conflits non fondés. Oscar Kidjo régnait sur la collectivité Kidjo de Ouida avant son décès survenu au Centre national Kotoko Hubert Manga de Cotonou ce vendredi 13 juillet. Il était marié et père de plusieurs enfants. Il ambitionnait de faire du Bénin une plateforme culturelle où toutes les cultures sont valorisées. Il commençait à jeter les jalons avec la création de son école, le Centre international d'art et de musique de Ouida. Oscar Kidjo le Grand a donc déposé les armes. Salut l'artiste.
Toujours dans le même registre, le décès d'Oscar Kidjo, frère aîné de l'artiste de renom Angélique Kidjo, n'a pas laissé indifférents certains artistes et acteurs culturels béninois. Il s'exprime ici au micro de Carles Kitome. C'est une surprise d'abord. Et moi, je n'attendais pas que, bon, que c'est déjà proche, parce que j'étais aux États-Unis il y a un mois et on a échangé, lui et moi, on a échangé. Et il m'expliquait que, bon, voilà, il y a telle situation, il a quelques situations de santé, et que même si j'apprenais que, bon, le roi a cassé la pipe, que je ne sois pas étonné. Mais je voudrais que ça ne soit pas tout de suite, parce que il faut vider le disque dur avant qu'il ne soit détruit. Donc on a rigolé en ce thème-là. Et je suis rentré et la semaine passée, j'ai appris que, bon, il a véritablement cassé la pipe. Moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'il n'est pas mort. Puisque quoi qu'on dira ici au Bénin, on ne pourra jamais oublier Oscar Kidjo. On va continuer de parler de lui. Il va nous manquer éternellement, mais on va continuer de parler de lui, et c'est ça ce qui me réjouit. Moi, il a été d'un soutien particulier, soutien moral surtout. Il m'a toujours encouragé. D'abord, Oscar Kidjo, c'est un grand frère. Je peux dire un grand frère et une référence en matière artistique, culturelle, politique aussi au Bénin. Oscar Kidjo, lorsqu'il a été directeur de la promotion, on a collaboré. Oscar Kidjo, actuellement, on est sur un projet ensemble avec la Grenoble, l'association Atelier du Possible et ma compagnie. Nous avons un projet qu'on a initié depuis l'année passée. Et cette année, normalement, à partir de novembre, la deuxième phase du projet doit démarrer. Ça, pour moi, ça a été un choc. Vraiment un choc, parce que cette maladie était là depuis. Mais je ne pensais pas qu'il allait partir tôt. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Son studio a produit pas mal d'artistes. Oscar Kidjo a fait du théâtre, hein, avec quelques troupes de la Révolution. Il est professeur de musique, il est aussi directeur d'un centre musical à Ouida. Musique, il a participé aussi à plusieurs associations qui ont monté leur preuve ici au Bénin. Je n'ai pas la définition claire de l'association, mais Oscar Kidjo est d'art pour sa collectivité. Et du coup, a initié aussi des projets. La dame, cette sœur qu'il a, qui est de l'autre côté de la France, est une sœur initiée grâce à Oscar Kidjo. Tu vois? Et c'est lui qui est, comment on appelle, le parrain qui accueille souvent ses partenaires quand ils viennent au Bénin pour le travail dans lequel je suis. Assurer la mise en place et la gestion optimale des cahiers de test, c'est l'objectif principal de l'atelier de formation initié par la direction des établissements privés d'enseignement supérieur en faveur des acteurs pédagogiques de ces établissements. Placé sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso, cet atelier était également l'occasion pour ces acteurs de procéder à la restitution des résultats des missions de suivi pédagogique. Voici le reportage signé Kader Achiro. C'est un atelier d'information, de formation et de sensibilisation des acteurs de la chaîne pédagogique au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur pour une bonne tenue des cahiers de tests et de présence. Sous l'éclairant leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, après des missions de suivi pédagogique, ont procédé à une restitution des résultats. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique d'assurer la mise en place
et la gestion optimale des cahiers de tests dans les EPS en mettant en exergue les caractéristiques majeures de la tenue des 10 cahiers. Les constats réalisés à l'issue de plusieurs missions d'inspection relatent le fait que certains EPS ne disposent ni de cahiers de test, ni de cahiers de présence par endroit et ailleurs, des cahiers de test n'ont pas été conçus par matière, par filière et par année ou encore ne sont pas tenus avec les soins y afférents. La rédaction de cahiers de test doit faire apparaître les contenus, les objectifs et les compétences mises en œuvre, la programmation et la progression, le travail effectué en classe, celui donné à faire en dehors de la classe. J'ai parlé tout à l'heure des exposés, les travaux de groupe, les examens, les partiels, les devoirs, les différentes tâches et évaluations, leur fréquence, les dates de distribution, les dates de remise, les dates de restitution, les dates de correction. Vous serez complet quand toutes ces informations existeront dans les cahiers de test. Le cahier de test renseigne sur les étapes du cours. Les corps d'inspection demandent une utilisation pertinente et régulière de cet outil à visée pédagogique. Selon le professeur Dodi Amouzouvi, lors de sa présentation liminaire, il s'agit tout simplement d'accompagner les EPS vers un meilleur assainissement de leur secteur en valorisant les efforts fournis par ces derniers pour un changement de la perception sociale afin d'arriver à l'homologation des établissements privés d'enseignement supérieur sans occulter l'agrément. On doit avoir leurs identités. Première page, dans la toute première page. Donc, on a besoin d'au moins 4 personnes. Le responsable de classe, l'enseignant, le responsable académique ou pédagogique, ou le directeur des études, ou celui à qui il a délégué cette tâche, et le financier. Indiquer, chaque fois qu'il y a assistant, ses contacts aussi, s'il vous plaît. Le travail, c'est le travail. Et si vous avez des responsables au niveau des études, du département études de vos établissements, qu'ils le fassent. J'insiste là-dessus. Tellement que j'insiste que nous rentrons dans une phase nouvelle qui nous amène vers l'agrément. Et c'est sur ces aspects que ça pourrait aussi se jouer. S'il vous plaît. Non pas qu'après le permis, tout soit permis, non. Mais c'est qu'avant le permis, vous avez les bons réflexes et vous n'allez plus reculer, vous n'allez plus régresser. Conscient de la pertinence des réformes engagées dans leur secteur pour un nouveau départ et plus de crédibilité, la grande majorité des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin a répondu présent à cet appel à travers les directeurs des études, les assistants et même des fondés qui ont effectué le déplacement. C'était des moments d'échange à bâton rompu, en toute convivialité, mais aussi et surtout riches d'enseignements et de recommandations afin de dynamiser davantage le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. En interactualité, pour finir, les relations vont officiellement bon train entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Le président érythréen Isaias Afewerki a procédé hier à la réouverture de l'ambassade de l'Érythrée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. C'était à travers une cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence du président éthiopien Abiy Ahmed. Il faut noter que la liaison aérienne entre les deux pays va s'effectuer mercredi prochain. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à vous Esther Tofa. On va se retrouver pour la grande édition du journal sur Ozaï TV à partir de 19h à suivre évidemment sur notre chaîne de télé. Nous passons au débat ce Free Matin. Carles Kitome nous a rejoint sur le plateau de Free Matin pour le débat. Bonjour. Bonjour Nadège. Mais avant, nous parlons de Mandela Day qui démarre aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est demain normalement le 18 juillet 2018 que Nelson Mandela aurait eu 100 ans s'il était toujours en vie, et ça coïncide avec la date qui a été choisie par l'UNICEF, la date qui a été baptisée Mandela Day. Mandela Day, une journée en reconnaissance de tout le sacrifice qu'il a eu à faire pour l'émancipation de la race noire, la lutte contre l'apartheid, une lutte qui a été reconnue sur le plan mondial et dont l'UNICEF a voulu faire un modèle pour les jeunes générations. Et question de demander aux jeunes de savoir donner quelque chose et espérer réussir à en obtenir beaucoup plus à l'avenir. Et donc, demain, c'est 67 minutes de sacrifice. Nelson Mandela, jusqu'à l'âge de 67 ans, n'a pas vraiment pu jouir de sa carrière. Il a consacré toute sa vie à la lutte anti-apartheid.
Et on demande à l'humanité aujourd'hui de s'en inspirer pour savoir qu'il ne suffit pas de se battre pour de l'argent, il ne suffit pas de se battre pour les intérêts propres, se battre pour la communauté aussi. Et pour donner le top, c'est 67 minutes qu'il faut sacrifier. Et c'est depuis 2009 que cette journée a été choisie par l'UNICEF. Le 10 novembre 2009, l'UNICEF a déclaré cette journée étant Journée internationale Mandela Day. Et aujourd'hui, les Nations Unies soutiennent cette journée. Et la célébration de cette année organisée par la Fondation Nelson Mandela en collaboration avec la Fondation Barack Obama qui mettent en place un plateau déjà ce matin pour passer un discours d'apaisement, un discours de paix, un discours d'amitié, un discours de sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de guerres qui polluent quand même l'atmosphère humaine. Et donc, aujourd'hui, il y aura beaucoup de discours. Il y a M. Bill Gates même qui est invité à la fête, et Nicole Kidman, beaucoup de célébrités de ce monde, aussi bien du monde artistique, du monde des arts, du monde du cinéma, qui vont faire passer un message aujourd'hui sur l'entièreté de la planète, que tous les hommes sachent qu'il faut savoir donner, il faut savoir porter assistance. Celui qui a fait, celui qui a fait à côté de vous demain matin, même si vous ne l'avez jamais fait, demain le 18 juillet, en sortant de chez vous, pensez à lui donner un morceau de pain. Les enfants qui ne vont pas à l'école, pensez à lui offrir un stylo, quitte à le préparer pour la rentrée prochaine. Et c'est ça le sens de la journée Mandela Day. Donc tout le monde entier est concerné par cette journée-là. C'est international, décrété par l'UNICEF et soutenu par les Nations Unies en collaboration avec ces deux fondations. Et en prélude à cette célébration qui aura lieu demain, aujourd'hui, Barack Obama va monter au créneau pour faire passer un discours pour inviter les hommes à un peu plus d'amour. Et ici au Bénin, c'est la brigade centrale des enfants, je crois que c'est ça. En tout cas, la brigade des mineurs, entre griffes, celle qui s'occupe de ces enfants qui ont des problèmes avec la société. Et donc, demain, pendant 67 minutes, tous les Béninois qui sont à Cotonou et qui le peuvent sont invités à se rendre sur cette place. Et ce centre est un centre qui est dans un état un peu délabré. Et donc, on invite tout le monde à donner un coup de balai, à donner un coup de peinture. Tout ce qu'on peut faire, apporter un ballon, apporter un repas à ces enfants pour que quand même demain, le 18 juillet, le jour où Nelson Mandela aurait eu 100 ans s'il était encore là, que ces enfants sentent une petite joie et que continuellement les gens puissent penser à soutenir leur communauté. C'est très important donc cette journée Mandela Day. On invite donc tout le monde à faire le geste utile. Nous parlons à présent de KGB qui a été remis officiellement aux autorités policières béninoises hier. Kader Achirou, il faut croire que son transfert a quand même connu un peu de retard. On a mis du retard à remplir les papiers, les paperasses pour finalement le transférer au Bénin. Depuis quelques mois déjà qu'on annonçait quand même ce transfert, il y a eu plusieurs reports en ce qui concerne ce transfert. Aujourd'hui, il peut y avoir peut-être une lueur d'espoir au niveau des acteurs de la police judiciaire, comme quoi finalement il est revenu au pays pour être jugé au pays. Mais dans le même temps, des spéculations tournent autour du fait qu'il s'agisserait d'un fait qui n'est pas tout à fait probant en ce qui concerne cette affaire d'escroquerie en bande, et que l'on veut peut-être aller toucher un autre opérateur économique et qu'on veut à travers ce biais-là peut-être passer à travers Bernard Godonou pour peut-être atteindre ce dernier. D'aucuns font également le rapprochement de la nativité de Bernard Godonou, qui est un natif de Havrancourt, et comme quoi, du fait qu'il est natif du village de la Première Dame, donc il serait peut-être un soutien à la Première Dame, et donc il ne faudrait pas l'inquiéter, donc les intérêts sont ailleurs. Je pense qu'il y a une cacophonie qui s'installe autour de cette affaire, et il n'y a que la justice qui pourra quand même nous élucider, en toute objectivité d'ailleurs, sur le sujet. Mais il faut remarquer qu'il y a quand même eu un jeu qui quand même attire l'attention des uns des autres. Pourquoi depuis longtemps que KGB a été arrêté au Togo? Pourquoi ça a pris tout ce temps? Alors que dans le même Togo, on a eu à avoir des cybercriminels qui ont été arrêtés, et ça n'a pas pris tout ce temps avant que ces cybercriminels ont été livrés. Et il s'agissait quand même de près d'une vingtaine de personnes. Alors, est-ce que les papiers d'une seule personne aujourd'hui dépasseraient les papiers remplis de 21 personnes? C'est une grande interrogation. Est-ce qu'il y a eu des rapports de force qui ont été effectués? C'est des choses que nous n'allons jamais savoir. Mais je pense que... Vous pourrez savoir si vous enquêtez. Des journalistes. Il suffit de chercher à savoir, vous le saurez. Je pense qu'au fond, il faut comprendre que, comme le dit quand même un adage célèbre, Nago, l'eau trouble, il y a toujours forcément des débris au fond de l'eau. Donc, il y a forcément des débris au fond de cette affaire. Et les fondements sont ailleurs, peut-être, dirait l'autre, mais je pense que
ayant confiance aujourd'hui à l'autonomie de la justice béninoise, ayant confiance aux acteurs de la chaîne judiciaire béninoise, je pense que nous verrons clair sur ce qui se passe. Si véritablement il est libre ou bien peut-être il n'est pas inculpé, il sera libéré, il sera relaxé. S'il y a du doute au niveau de cette affaire, parce qu'on relâche les gens pour la plupart du temps au pays, pour ceux qui sont un peu de renommée quand même assez grande dans le pays, ils sont relâchés au bénéfice du doute, il sera peut-être relâché aussi au bénéfice du doute, ou peut-être il n'y aura pas véritablement de charges retenues contre lui. Mais l'espérance des uns et des autres est de revoir KGB libre de ses mouvements, parce que KGB, c'est encore un autre contributeur social en miniature qui a quand même une myriade de personnes qu'il nourrit, qui a quand même une myriade de personnes qui l'hébergent et qui travaillent sous lui. Et depuis qu'il est affecté par cette affaire, toutes ces personnes aujourd'hui sont là et sont dans le désespoir et attendent peut-être qu'à la finalité, ils puissent avoir une issue heureuse pour que véritablement les activités qui étaient les siennes et les leurs puissent reprendre quand même sous de bons auspices, avec peut-être sans occulter le fait qu'on pourrait dire quand même qu'il y a peut-être des choses officieuses qui se profilent à l'horizon. Alors, Carles Kitome, vous avez suivi un peu cette actualité-là. Il avait été arrêté au Togo il y a un certain moment, mais avant ça, son domicile avait été perquisitionné. Il y a eu des choses qui auraient été saisies. Il y a même une mallette avec une somme importante d'argent, avec des devises de pays étrangers. Il est gardé au Togo et là, maintenant, il a été remis officiellement aux autorités béninoises. À quoi peut-on s'attendre? Non, mais on peut s'attendre à ce que le droit soit dit, parce que, à ce que je sache, il est l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et l'objet, c'est qu'il serait question d'escroquerie internationale. Et quand on se rappelle un peu tout ce qui s'est passé le jour où on avait failli l'arrêter à son domicile, la police avait débarqué et il avait disparu, alors que les gens avaient estimé qu'il était là au moment où la police arrivait. Et la police a été arrivée vraiment avec un effectif important, lourdement armé. Ça même avait été perquisitionné. Et ce qu'il en est ressorti nous a quand même laissé perplexes. Dans la mesure où on a vu des liasses de billets, de toutes sortes de devises qui étaient amassées contre le mur. On aurait dit le palais d'un ancien président gambien. En tout cas, c'est l'impression que nous avons eue en voyant les images qui ont été publiées sur la toile. Il y a eu également des matières précieuses comme de l'or, beaucoup de choses qui ont été découvertes chez lui. Et je pense que dans le cas d'espèces, c'est toujours intéressant de voir un peu plus l'origine de toutes ces richesses, l'origine de cet effectif important de personnes qui sont hébergées chez lui, de nationalités diverses et tout. Ça laisse quand même beaucoup de questionnements à ce sujet. Et de toute façon, quand il avait disparu, c'est normal que la police mette quand même tout en œuvre pour le retrouver. Il a été retrouvé quelques jours plus tard. Il ne faut pas oublier qu'il avait déménagé avec toute sa famille pour se retrouver au Togo. Et ses enfants ont été réinscrits à nouveau au Togo et puis sa vie avait recommencé sans lui. Et dès qu'il est apparu dans les environs de Lomé, il a été appréhendé par les autorités togolaises. Et je crois que ça ne peut pas être fait s'il n'était pas l'objet quand même d'un mandat d'arrêt digne de foi. Et ce qui a été fait... C'est quand même deux grandes diplomaties. C'est des pays frères. Par la suite, on ne sait pas trop le reste, on ne connaît pas les méandres des démarches qui ont été faites, mais finalement, il est mis à la disposition de la police béninoise et bientôt à la disposition de la justice béninoise aussi. Et c'est sûrement pas ce moment que nous pourrons vraiment être au courant du vrai contenu de son dossier, parce qu'il sera obligé d'être confronté à un juge. Et on verra bien ce que ça va donner. Et il aura un avocat. Et ces avocats vont monter au créneau si tant est qu'il y a quand même de l'eau serait vraiment trouble, comme l'insinue mon vis-à-vis. Ça veut dire que ces avocats vont monter au créneau pour crier au haro. Et à partir de là, nous allons commencer à découvrir un peu plus les méandres de ce dossier qui nous laisse sûrement des surprises. Parce qu'on connaît un peu qui est KGB, on a vu son train de vie, on connaît beaucoup de choses de lui. Mais quand il est qualifié d'opérateur économique, je suis perplexe dans la mesure où je ne lui connais pas d'entreprise déclarée au Bénin qui serait vraiment aussi prospère que ce que reflète son train de vie. Alors, Kader Achirou, comme l'a dit Carles Kitome, KGB n'est pas né hier, il est au Bénin depuis bien des années, il opère dans notre pays depuis bien des années. On peut dire qu'il est opérateur économique, nous n'en sait rien parce qu'il y a peut-être des sociétés qui travaillent avec l'extérieur dont on n'est pas informé. Jusque-là, on n'en sait rien. Mais dans les états-majors politiques, il est très connu, KGB.
Dans l'état-major économique également, il est très connu. Il est parfois le soutien, un soutien d'hommes politiques dans ce pays-là. Et aujourd'hui, on parle comme si KGB sortait du néant et qu'on l'a créé tout de suite et qu'on le découvre tout de suite au Bénin. C'est quand même assez bizarre. La police républicaine, le directeur général devrait bien connaître KGB qui était au Bénin depuis bien des années. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe, franchement? Qu'est-ce qui se passe? Nous assistons encore à un feuilleton comme cette affaire de l'Attente Mohamed Ennoho. Un feuilleton qui va bondir, rebondir, jusqu'à ce qu'on puisse avoir peut-être un verdict, s'il plaise à Dieu, avant la fin de ce quinquennat. KGB est de renommée quand même plus ou moins nationale, quand même, avant d'être international. Au pays, tout le monde le connaît. Il est connu comme l'un des très proches de Sébastien Germain à Javon. Il est reconnu comme l'opérateur économique qui, dans l'ombre, en toute opacité, a financé beaucoup d'acteurs politiques. Il est reconnu également comme l'acteur économique quand même, qui investit beaucoup dans le social à travers des fondations, à travers des organisations non gouvernementales qui visent quand même à promouvoir l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Il est celui qui a également aidé d'autres fondations d'opérations de téléphonie mobile à pouvoir confectionner des salles de classe, des bancs et à beaucoup de personnes. Et donc, on a constaté, ou j'ai constaté pour ma part, qu'il a longtemps pas voulu quand même mettre la lumière sur lui ou n'a pas voulu apparaître au grand jour. Et donc aujourd'hui qu'il soit inquiété dans cette affaire et qu'on voit un peu la démarche dans laquelle s'inscrit le gouvernement actuel à travers les différents pseudo-alibis comme quoi lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le trafic illicite, lutte contre le blanchiment de capitaux et bien d'autres choses, on est à même parfois de se demander véritablement si véritablement cette lutte doit être effectuée en toute objectivité, de manière efficiente. Je pense qu'il n'y aura plus d'opérateurs économiques dans les rues de Cotonou parce que pour la plupart du temps, ils ne sont pas les opérateurs économiques mais les hommes d'affaires qui à travers leurs affaires illicites arrivent quand même à blanchir leur argent à travers des affaires écrans, des sociétés écrans. Et donc, ne nous voilons pas la face, ils sont tous dedans, ils sont presque tous dedans, et sans exception d'ailleurs. Et donc, que KGB soit intéressé ou inquiété aujourd'hui, je me dis peut-être qu'il ne sait peut-être pas des intérêts, peut-être il a gaffé ou il a commis une bêtise. Et comme le chef de l'État a le dit pour cette affaire de cocaïne, quand on commet une bêtise, on s'assoit et on se fait punir. Alors, si KGB a commis une bêtise, alors qu'il soit puni, mais dans le même temps, qu'il soit puni au même titre que ceux qui sont peut-être dans les entourages, dans l'entourage restreint du chef de l'État, qui peut-être sont aussi également peut-être dans les affaires pareilles, parce que c'est comme si on a l'impression de ce que la plupart de ceux qui sont dans les affaires frauduleuses, dans les choses illicites, dans les choses virtuelles, ne sont que du côté antinomique du chef de l'État, et donc ceux qui sont du côté du chef de l'État ne sont que des gens angéliques, des gens qui sont sains, des blancs sains, et qui ne traînent pas du tout dans des affaires peut-être de fabrication de devises, puisque on sait que s'ils se retrouvent dedans, on va les construire. C'est ce qui est reproché à KGB. Et dans le même temps, je me pose une question de savoir pourquoi KGB, il n'est pas, comme vous l'avez indiqué à l'entame de votre introduction, n'est pas de cette génération. Il est quand même au pays depuis très longtemps. Comme le diraient les fonds, ce sont de vieux riches du pays. Pourquoi depuis Mathieu Kérékou, Boniaï, ils n'ont pas été inquiétés? Pour la plupart, c'est sur Patrice Talon qui sont inquiétés parce qu'on dit qu'on veut assainir peut-être les finances publiques, parce qu'on veut peut-être revoir les choses. Mais je dis, il ne faut pas essayer de revoir les choses pour en créer beaucoup de dégâts. Il ne faut pas qu'on arrive à gémir pour ne plus se relever. C'est vrai qu'il faut parfois sentir la douleur pour pouvoir recevoir peut-être une guérison totale, mais dans le même temps, il ne faut pas que cette douleur nous amène peut-être à atteindre l'extase qui nous amènera vers la mort. Et quand on constate aujourd'hui la plupart de ceux qui sont inquiétés, je pense que ce n'est pas des Béninois, de simples Béninois qui sont inquiétés, mais je pense que c'est des milliers de familles qui sont inquiétées, c'est des milliers de personnes qui sont inquiétées. Je pense qu'il faut inviter aujourd'hui le chef de l'État à un peu mettre de l'eau dans son vin à travers cette lutte et quand même voir la juste valeur de la chose et se dire, à partir de 2016 maintenant, vous devez arrêter avec tout ce que vous faites comme sale besogne et ne plus rester dans l'action rétrospective, comme quoi il faut aller voir dans le passé ce qui a été fait, ce qui pourrait toutefois créer des dommages aux uns et aux autres et peut-être pouvoir le rattraper lui aussi également après le pouvoir en 2021, parce que qui sait celui qui prendra les rênes de 2021 s'il ne sera pas encore plus vindicatif et plus peut-être rigoureux que lui et peut-être plus rancunier. Alors je pense qu'il faut aujourd'hui peut-être mettre la balle à terre et penser quand même au véritable développement pour lequel on a été élu et penser aux réformes et la révision de la Constitution qui est là, qui est quand même très préoccupante, auquel il faut peut-être s'agir. Et il faut quand même une action à l'unisson
pour que tout le monde puisse être consensuel et être en phase avec peut-être les aspirations de peut-être pour le référendum. Mais si de part et d'autre, il y a les uns et les autres qui sont arrêtés et que les populations ne comprennent pas véritablement, n'ont pas la maturité de comprendre véritablement le pourquoi les uns et les autres ont été arrêtés. Parce que quand Adjamwa a été arrêté, on dit affaire de drogue et les gens disent mais qu'est-ce qui regarde le chef de l'État? Parce que les populations ne comprennent pas véritablement cela. Voilà, ne comprennent pas que ce n'est pas du tout il faut quand même effectuer les démarches en faveur de l'intelligence du peuple. Sinon, véritablement, on ira peut-être à un référendum et à la finalité, on aura un non parce que le peuple a voté non parce qu'ils ont voulu sanctionner le chef de l'État. Parce qu'ils comprennent rien. Alors, KGB n'est pas nouveau au Bénin. Vous avez dit, il est connu, je le répète, je le confirme, il est connu dans les états-majors politiques et je suis entièrement responsable de ce que je dis. Mais est-ce qu'arrêter KGB, ce n'est pas finalement un couteau à double tranchant? Est-ce qu'on ne met pas trop d'autres pays sur orbite sur le plan international? Parce qu'on nous observe également sur le plan international. Je vous laisse parler. Oui, mais je crois que si nous voulons être bien vus sur le plan international, on n'avait pas mieux à faire que d'arrêter un KGB si les images que nous avons vues n'ont pas été fabriquées. Si ces images, si tout cela a été vraiment découvert chez lui, on n'avait pas le choix que d'arrêter KGB. Quitte maintenant à vérifier ce qui s'est passé pour savoir ce qu'il faut faire. Cela y va de l'image de notre pays, cela y va de notre crédibilité. Est-ce qu'on a besoin de mettre toutes ces images-là sur Internet aussi? Non, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de protéger? Parce que qu'est-ce qui se passe à l'étranger actuellement, lorsqu'il y a un Béninois, soit on vous tasse de cybercriminels tout de suite dans tous les pays d'Afrique. Demandez un peu. On n'a pas vu les photos de son on vous tasse tout de suite à l'exception des Béninois. C'est des cybercriminels. Ah oui, ce sont des Béninois, c'est des gars immondes, on les connaît dans le monde, on a vu leurs photos. Ils sont partout. Est-ce que c'est bien pour l'image du Béninois qui est à l'extérieur, qui a besoin quand même de vivre en paix? Moi, j'ai fait l'extérieur. Je sais comment, dans un passé encore récent, on respectait un tout petit peu notre pays, le Bénin. Mais aujourd'hui, les Béninois sont un tout petit peu rangés dans une classe comme si c'était des gaïmans. Mais en fait, au Bénin, il y a des intellectuels, il y a des gens bien, qui sont posés, qui travaillent bien dans notre pays. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens bien qu'on est obligé d'estiper le livret du bon grain. En laissant livrer dans le bon grain, on serait tous contaminés. C'est la seule tomate pourrie qui fait qu'on dit que c'est un panier de tomates pourries. Et il faut dire ceci. Et quand j'entends mots vindicatifs et tout ça, moi, ça me dérange énormément. Et nous n'allons quand même pas faire l'apologie du crime sur ce plateau. Si on soupçonne des gens d'être mêlés à une affaire, ces gens iront devant la justice, on fera la part. Parce que qu'est-ce qui se passe réellement? Ce que nous pensons... Ce que nous disons simplement, il est parlé depuis. Non. KGB, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est l'interrogation. Si les gens sont dans certaines activités, c'est connu au plan international. Voilà. C'est connu au plan international. Tout le monde sait qu'il y a des Béninois qui font telle chose et que le Bénin protège. Et donc, ça fait que l'image du Bénin... Ce qui détourne. Tout ça est connu, c'est ce que nous ne savons pas. Tout ça est connu. Il y a des gens qui sont assis chez eux, qui savent tout ce qui se passe ici, qui savent quelle activité chaque Béninois mène. Et de temps à autre, les gens envoient des missions pour informer les autorités béninoises de telle chose et demandent qu'on les arrête pour fouiller dedans. Et quand on ne le fait pas, ça veut dire que notre crédit baisse sur le plan international. Cette histoire de cybercriminalité... C'est important de montrer les images. Très important. À un moment donné... Pour que sur le plan international, vous savez, à un moment donné, on parlait des faits au Cameroun et tout. Mais après, quand c'est devenu un système de gaiman et tout, les gens commençaient à parler du Nigeria, puis du Bénin, tout de suite. Partout où vous allez en Afrique, c'est le Nigeria et après, c'est le Bénin. Alors qu'il y a d'autres pays qui sont pires. Oui, mais et ça, ce n'est pas les Béninois qui en ont parlé. Donc, il fallait taper dans la fourmilière pour qu'on puisse estiper quelques grains et redorer l'image du Bénin. Donc, pour moi, c'est tellement salvateur. C'est une question d'honneur. C'est ça. Et il faut voir avec... Il y a eu le problème Vaudonneau Désiré dans ce pays. C'était pratiquement le même problème. Il a été arrêté, il a fait la prison et tout. Mais ça a quand même permis de corriger quelque chose. En plus, il était député à l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, KGB n'est pas député. Donc, lui, encore plus que l'autre, peut passer par là. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut détruire l'homme. Mais si tant est que l'homme a commis des actes qui sont répréhensibles, qui peuvent entacher l'image de notre pays, c'est normal qu'on puisse restaurer cette image. Il faut qu'il en réponde pour que... Et qu'il s'explique aussi s'il n'est pas... Voilà, pour que la communauté internationale sache qu'ici au Bénin, des choses se font pour quand même que les gens marchent droit sur leurs pieds. On a vu, il y a eu des... Pablo Escobar a existé. On a demandé à personne, Pablo Escobar, on a tout fait quand même pour le maîtriser, pour le mettre à terre, parce que lui, c'est toute une mafia. Et quand vous dites qu'il est dans le social, il nourrit beaucoup de bouches, les bouches là font quoi pour être nourries?
les bouches là font quoi? Mais les écoles qui sont construites. Non, on est d'accord. Les fondations qui sont aidées. Bon, ok, je vole votre argent et puis je donne à manger. Ils ne volent pas le contribuable béninois. Ils ne volent pas le contribuable béninois. Mais qu'est-ce qu'ils volent? On ne va pas oser dire que KGB vole. On a tout simplement que le procureur de la République, comme il sait si bien le faire, et nous donne des explications par rapport à tout ça. Ici au Bénin, on ne lui connaît pas de grandes entreprises comme certains hommes d'affaires qu'on peut citer facilement, qui sont dans le social. Ce qui nous fait penser qu'il doit avoir des sociétés à l'extérieur. Mais s'il est l'objet d'un mandat d'arrêt international, ça veut dire que ce qu'il ferait à l'étranger pourrait avoir des... Le DAJ Soglo, le mandat est venu du Bénin d'abord, mais lui, il est l'objet d'un mandat international qui est parvenu au Bénin, donc le Bénin était contraint de faire exécuter ce mandat. Donc voilà la petite différence. Il faut faire attention, ce n'est pas un mandat d'arrêt national. Non. C'est un mandat d'arrêt international. Que le Bénin est obligé d'exécuter. Donc c'est pas pareil. Jusque-là, je dis, je ne l'accuse de rien. Et comme la déclaration aussi, il a mal fait quelque chose, il faut bien qu'il en réponde. Et non, en allant devant la justice, on fera la part des choses. Et s'il est vraiment innocent, mais il sera relaxé. Et comme c'est un compatriote, on va le protéger parce qu'on est béninois. Et s'il a tort, on va le livrer. Mais c'est tout simple à mon avis. On va suivre un peu la suite du feuilleton. Peut-être que la politique peut s'en mêler parce que vous savez, quand vous avez pris l'habitude de mettre votre argent dans la politique, ça vous retombe dessus. Bernard Tapie, il en a fait les frais. Ça peut vous aider comme ça peut vous non, ça aide pendant un moment. Mais quand les gens avec qui vous êtes là... Vous le demandez aux gens qui sont riches de ne pas aider les politiciens. Ils n'ont rien à faire. Ces politiciens ne sont même pas... La plupart de ces politiciens ne sont même pas dignes d'être aidés. Donc, ils n'ont qu'à se débrouiller dans leur maître et on verra bien. Qui nous propose de vraies choses. Sur les plateaux d'émission, par exemple, s'il faut de vraies propositions aux Béninois, les Béninois vont les soutenir sans qu'ils aient besoin d'aller prendre de l'argent mal gagné à distribuer aux gens. Je suis entièrement d'accord avec vous. De toute façon, on va suivre un peu de très près ce feuilleton KGB qui a été officiellement remis aux autorités policières hier dans la soirée. Il faut insister sur le fait qu'il faisait donc objet de mandat d'arrêt international. On va suivre un peu de près ce dossier pour voir exactement ce qui revient à chacun dans ce dossier-là. Nous allons passer au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. C'était le débat. En sport, la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la communauté CEDEAO s'est déroulée donc à Niamey du 13 au 15 juillet 2018 et a connu donc la présence effective de 12 pays africains dans notre pays, le Bénin. Le thème retenu cette année, il faut le rappeler, est CEDEAO, une vision, un destin commun. Après la visite médicale et la pesée, tous les lutteurs ont été retenus pour participer au tournoi. Et vous avez des informations par rapport à ça? Les informations, c'est malheureux. Les écureuils sont également des lutteurs. Les lutteurs encore sont des écureuils. Franchement, il faut le faire. C'est simplement le nom donné aux équipes nationales. D'accord. Aux équipes nationales. Maintenant, chaque équipe nationale peut s'identifier à d'autres animaux. Et comme le chef de l'État est un homme de réforme, les réformes peuvent également passer par là. Mais je vous le dis souvent ici, mais est-ce que c'est le nom qui joue? C'est l'organisation autour, c'est l'environnement autour. Le nom peut jouer. Non, le nom joue sur un enfant, même sur un enfant, simplement sur un être humain. Le nom joue. Si vous avez pris l'habitude, votre enfant s'appelle loser, je ne sais pas qu'il lose toute sa vie. C'est-à-dire que vous avez toujours appelé des mauvaises ondes sur lui toute sa vie. Mais vous avez un bon exemple. Vous avez un bon exemple. La France qui est surnommée le coq sportif qui a remporté. Mais le coq a quand même de la valeur. Le coq sur le cocorico, je vous l'ai dit tous les matins pour nous réveiller. Le coq est tellement matinal qu'il nous réveille tous. L'écureuil réveille qui? L'écureuil également. Vous avez vu l'écureuil comment il... L'écureuil est un animal très vif. Très vif. Est-ce qu'on a besoin de la vivacité en sport? On a besoin de ça. Très vif et très quoi? Et je vous dirai tout à l'heure. D'accord. Dès demain, on prend le pari de vous donner les caractéristiques de l'écureuil qu'on va comparer au coq. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui manque. Maintenant, vous pouvez lancer votre pétition et on verra. Non, on va faire les écureuils sont vifs et quoi d'autre? Ils sont rapides. Très rapides. Et pourtant. Très rapide. Et après, quand il tombe, c'est fini. À un moment donné, lorsqu'il tombe, il ne se relève même plus. Vous voulez faire allusion à quoi? Non, je n'ose pas le dire sur ce plateau-là. Ok, bon, parlons des lutteurs à présent. Les lutteurs béninois sont allés à l'apprentissage simplement parce qu'ils reviennent de Niamey sans aucune médaille remportée. Et il faut dire que c'est dans la même lancée. Est-ce qu'on a les capacités physiques pour lutter aussi? Oui, on retrouve surtout beaucoup de choses. Avec les Nigériens, par exemple, eux qui mangent ce qu'on sait.
On retrouve les lutteurs, notamment dans la région septentrionale de notre pays. Le nord du Bénin. De notre pays. Et il faut dire, il y a également les techniques. La lutte n'est pas que la force physique. Le gabarit. Oui, la force physique. Au-delà de la force physique, les lutteurs doivent s'approprier les techniques qu'il faut pour mettre à terre. Parce qu'il y a des règles également. Il y a des règles également. Et pour mettre à terre leurs adversaires. Mais malheureusement, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a été premier par équipe. Et après le Sénégal, il y a les Nigériens qui ont dicté leurs lois également. Le Sénégal, oui, ça ne m'étonne pas. C'est un pays... Ça ne nous étonne pas. C'est un pays qui lutte. Ça ne nous étonne pas parce que c'est le sport numéro 1 au Sénégal. Au-delà du sport roi, le football, l'opium du peuple, c'est le sport numéro 1 au Sénégal. Qui rassemble tout le monde au Sénégal. Oui, et il y a différents clubs de lutte à Même Dakar. les enfants déjà commencent à lutter. Déjà quand tu as 10 ans, déjà dans les quartiers, tu vois les enfants, ils commencent à lutter dans les quartiers. Comme on joue au foot ici, c'est comme ça dans leur pays. Donc. Et il faut dire également, nous aussi, nous luttons. Parce que le secret... On ne lutte pas. On lutte parce que... Si tu approches, on te donne des coups de feu proprement. Le secrétaire général du Comité national olympique l'a caricaturé la dernière fois et nous l'avons passé ici, que la lutte démarre dès la rencontre entre l'homme et la femme. C'est vrai. Donc, nous luttons également. Mais à notre manière, à nous. À notre manière. Mais il faut dire que la fédération a signé il y a quelques jours un partenariat avec Sportis, une société de la place, pour mettre un peu plus en compétition nos lutteurs. Parce que la lutte, il faut compétir pour maîtriser les techniques, les différentes techniques, afin d'aller combattre à l'international ou dans les compétitions sous-régionales. Donc, on parle du Coupe du Monde maintenant. On va parler avec le retour d'Ercaille des Bleus. Oui. La France qui a célébré hier ses champions. Une belle ambiance sur les Champs-Élysées. Même la Tour Eiffel a été décorée en rouge, bleu et blanc. Si je ne m'abuse, c'est ça, la Tour Eiffel hier. Oui, aux couleurs du drapeau français, bien sûr. Et il faut dire que les Bleus sont portés en triomphe au lendemain de leur sacre lors de la 18e édition, lors de la 21e édition plutôt, lors de la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à l'Élysée, en passant par les Champs-Élysées. Et les supporters, des centaines de milliers de supporters, ont accueilli comme il le faut leurs héros de cette génération, Mbappé, Griezmann et Paul Pogba, avec en ligne de mire le franco-guinéen Paul Pogba qui a mis un peu de l'ambiance à l'Élysée. Et il faut dire simplement que les Français, comme en 1998, ont su faire la fête comme il le faut. Mais il se pose une question aujourd'hui. Quel héritage ce triomphe lors de cette Coupe du Monde 2018 va laisser à la future génération? Parce que... Ne vous en occupez pas, la France s'en occupe. Non, la France s'en occupe. La France s'en occupe. Et c'est une question que les confrères français se posent déjà. Parce que après l'épopée de 1998 avec la génération Black Beurre Blanc, il n'y a pas eu l'impact qu'ils attendaient. Mais pourvu que cela dure, pourvu que cette génération de Kylian Mbappé... Il ne faut pas tout le temps gagner aussi, il faut bien que d'autres personnes viennent prendre la coupe. Ah, évidemment, il ne faut pas tout le temps prendre la coupe, non, ce sera plus... Ce serait plus... Enfin, mais je ne veux pas trop aller là-bas. Mais de leur côté également, les vice-champions du monde, les Croates, ont été également célébrés comme il le faut par leur peuple. 500 000, environ 500 000 personnes amassées dans la capitale croate Zagreb ont porté également en triomphe leurs héros. Et ils ne sont pas revenus avec ce trophée fait de masse, fait d'or, parce qu'il y a de l'or, des carats, 14 carats d'or, hein, et ils ne sont pas revenus. Mais le peuple les a célébrés, même dans le ciel, et à l'entrée de leur avion dans l'espace aérien croate, ils ont été accueillis comme il le faut. Et il faut dire que passer
et la Coupe du Monde, place à la fête et quelques jours de repos pour ces différents acteurs avant de reprendre le chemin des terrains pour la saison prochaine au niveau de leurs différents clubs. C'est le lieu de féliciter un peu la présidente croate. Son image a fait le tour du monde. Une dame qui s'est bien illustrée au cours de cette Coupe du Monde, très sympathique, qui a encouragé ses joueurs, qui est resté là jusqu'au bout, qui s'est payé un billet dans les tribunes simples, qui restait avec les supporters croates, elle a été très bien, c'est une bonne dame, une dame de fer. Elle a non seulement resté avec ses joueurs, mais on a vu cette vidéo qui a circulé sur la toile. Elle est partie dans les vestiaires des Français pour les féliciter également aux côtés de son homologue Emmanuel Macron. Et il faut dire que c'est ça qui donne un peu plus de piment, un peu plus de spécificité au sport. Le sport est un vecteur unificateur des peuples. Et vous le savez bien que quand il y a en période de tension, il y a souvent le sport qui est utilisé pour calmer un peu les ardeurs. Et il faut dire, nous avons rencontré quelques journalistes sportifs hier, au lendemain de la finale, et ils reviennent sur la prestation des deux formations. La France ne nous a pas offert un beau football depuis le début. Ils ont battu l'équipe d'Australie 2-1, 1-0 face au Pérou et 0-0 face au Danemark. On a vu le Portugal faire quelque chose pareil à l'Euro, 0 but partout x3, et ça leur a permis, en tout cas 3 nuls lors des matchs de poule, ça leur a permis d'aller en finale, de sortir d'abord meilleur deuxième ou meilleur troisième, je veux dire, et ils sont allés en finale, ils ont gagné. Donc l'essentiel, ce n'est pas forcément un football de clarté, un football des grands jours, non. On a vu ceux qui ont tenté tout ça, ils sont arrêtés. L'Argentine, le Portugal, l'Espagne qu'on connaît dans le football de qualité avec leurs stars, ça n'a pas marché. Donc la France a trouvé la manière d'aller en finale. La France a trouvé la manière de faire son jeu, de ne pas encaisser de but. Et le prix à payer, c'est le trophée. Et ils l'ont eu. Je pense qu'on peut déjà saluer cette façon, même si ça ne nous permet pas de voir du beau football. Effectivement, c'est un score flatteur lorsqu'on voit le score qui s'affiche 4 buts contre 2. Et le plus souvent, vous savez, lorsqu'on voit ce genre de score, on se dit que c'est un score écrasant. Mais lorsqu'on revient maintenant sur les différentes, séquences de cette rencontre, lorsqu'on revoit les clichés sonores de cette rencontre, on se rend compte que le score et la physionomie du match même sont diamétralement opposés. À savoir que la France n'a pas réellement dominé cette équipe-là. La France n'a pas écrasé ni physiquement, ni mentalement cette équipe-là. Ça a été certainement un score qui a permis à cette France-là de tout simplement montrer qu'elle est réellement une championne et qu'elle est capable tout simplement de jouer les pronostics et qu'elle est capable surtout bien sûr d'arriver là où on ne l'attend pas. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que lorsque vous prenez les super favoris de cette Coupe du Monde, on a sans doute parlé de l'Allemagne, le tenant du titre, on a parlé de l'Espagne, on a parlé du Portugal, on a parlé de l'Uruguay à un moment donné. Mais très peu étaient ceux-là qui voyaient réellement la France arriver en finale et pouvoir s'imposer. Je dirais tout simplement qu'également la France a compté avec la chance. Et la chance, comme on le dit en sport, ne sourit qu'aux grands, ne sourit qu'à ceux-là réellement qui savent taper dans le ballon. Et je pense que c'est très important, lorsqu'on analyse cette victoire française, il faut intégrer le facteur chance. Parce que lorsque vous voyez une équipe qui commence très mal la partie, la Croatie avait pratiquement la maîtrise du jeu. Il a fallu ce coup de tête malencontreusement donné par Mandzukic qui marque donc contre son camp. Et contre le cours du jeu, la Croatie est revenue au score. Et je pense que c'est à ce moment précis qu'on a commencé par sentir un peu les Français dans le match. Sinon, les 15 premières minutes de jeu, je dirais même la première partie du jeu, a été totalement dominée par l'équipe de la France. Et cela vient encore, elle a été totalement dominée par l'équipe de la Croatie. Et je pense que cela vient encore nous prouver, si besoin en était, qu'un match de football, ce n'est pas nécessairement celui qui domine qui l'emporte. Ce n'est pas nécessairement celui qui joue bien qui l'emporte. Vous pouvez mal jouer une partie
et l'emporter. Vous pouvez mal rentrer dans un match et finalement l'emporter. Parce qu'au finish, c'est le résultat qui... Il faut simplement dire que l'équipe française amenée par Didier Deschamps a réussi un grand coup parce qu'à la veille de cette finale, au vu de la prestation de l'équipe croate, je n'étais pas gagné d'avance. Mais on a vu un début de rencontre où l'équipe française s'y est mise pendant au moins les 15 et 20 minutes, mais par la suite, un réveil de l'équipe croate. Mais ici, il faut remarquer que les Français ont eu la chance de vite ouvrir le score et de croire à une qualification obtenue avec une équipe solidaire, collective, malgré la belle prestation de l'équipe croate qui peut se mordre les doigts. Mais malheureusement, nous avons eu une équipe qui a commencé la compétition petitement, qui a cru en ses chances. C'est vrai, qui rêvait de cette finale et qui par la suite, après l'étape des quarts de finale, des huitièmes de finale, des demi-finales, a atterri en finale. Et le résultat est là, c'est une deuxième couronne après 20 ans, celle de 1998. Il faut dire ici que Didier Deschamps a joué un très grand rôle. Vous savez, au début, il a eu assez de polémiques dans ses choix. Il a cru en ses joueurs, il leur a fait confiance et le résultat est là. C'est vrai que j'ai eu un peu mal pour l'équipe croate qui personnellement m'a convaincu, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas celui qui a dominé forcément la majeure partie de la rencontre, mais l'équipe qui a été réaliste et c'était la France. Voilà. Après 2 mois de trêve, les clubs engagés dans les coupes CAF reprennent le chemin des stades dans le cadre des compétitions statutaires des clubs de la CAF. C'est bien ça? Tout à fait, Nadège. Il faut dire que c'est la Ligue africaine des champions qui ouvre le bal aujourd'hui. Et il faut annoncer déjà que le club togolais, l'AS Togo Port de Lomé, reçoit les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns cet après-midi. Et dans le groupe C, il y a également dans le groupe B le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo qui accueille sur son stade dans Lumumbashi, cette région riche en sous-sol, et les Algériens de Mouloudia Club d'Alger. Et il y a plusieurs rencontres qui sont, on va donner juste ces 2 affiches, et il faut dire que les joueurs ont profité de la trêve à cause de la Coupe du Monde 2018 et reprennent les chemins des stades. Demain, la petite sœur de la Ligue des Champions, la Coupe CAF, reprend ses droits de cité. Et demain, on va revenir sur les différentes affiches de cette 3e journée des matchs de poule. En détail. Merci à vous, la reste de Diagnostic Télésport. Ruth Odegui, je vous ai salué. Pas encore. Pas encore, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Free Matin. Nous allons passer à l'horoscope du jour avec vous, Ruth Odegui. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Nuages, horizon bleu ou ensoleillé, nuit étoilée au coup de foudre. Chers amis internautes, découvrons ensemble ce que nous réservent les astres du jour. Démarrons avec nos amis béliers. Avant de faire des projets coûteux, assurez-vous que vous avez pleinement les possibilités financières de vos ambitions. Ne fixez pas de grands regards sur les beaux résultats escomptés. Pour les amis taureaux, vous ne songerez qu'à profiter des plaisirs de l'existence. Mais si vous dépensez sans compter, ces dés vont retomber sur vos pieds. Vous irez au-devant de sérieux problèmes. Pour les amis gémeaux, des gains inattendus pourront vous arriver à point nommé aujourd'hui pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis longtemps. Que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour offrir un voyage inattendu. Et pour les amis cancer, avec cet aspect de nature, vous devez rester vigilant, concentrer vos finances. Vous devez vous méfier des mauvais choix et réfléchir longtemps avant de signer le moindre contrat ou le moindre engagement. Pour les amis lions, sur le plan financier, la planète Neptune mal escomptée pourrait
inviter certaines personnes à s'engager dans des affaires louches. Ce ne serait pas sans risque, bien entendu. Prenez garde. Pour les vierges, avec une telle configuration astrale, votre comportement agressif vous attirera une dispute avec vos amis. Essayez de vous calmer en vous livrant à une tâche absorbante ou un hobby passionnant. Pour les balances, les planètes vous gâteront aujourd'hui dans le domaine du travail. Vous devrez en effet bénéficier des circonstances favorables, vous garantissant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos dons personnels. Pour les scorpions, avec Mars et Jupiter qui se partageront vos aspects santé, le dynamisme ne vous fera pas défaut, mais vous aurez aussi tendance à repousser inconsidérablement vos limites. Les sagittaires, à présent, côté finances, vous pourrez compter sur quelques petits coups de pouce de la chance. Ainsi, vous aurez la possibilité de réaliser des opérations financières fructueuses et des placements très rentables. Pour les Capricornes, vous pourriez vous entendre à une journée très agréable à vivre si vous aviez des enfants. Ils seront à de très bonnes formes. Vos relations avec eux seront placées sous le signe du bonheur d'être ensemble et dans le dialogue. Amis Verseaux, pour réussir dans la vie professionnelle, vous aurez besoin de plus d'assurance et de confiance en vous-même. Un moyen efficace pour développer cette confiance, c'est l'entraînement à la prise de parole en public. Chez les poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, les désordres planétaires ne seront pas en faveur d'un changement de domicile aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci d'être des nôtres. Nous vous souhaitons une agréable journée avec nos programmes sur Ezawi TV. À demain. C'est la fin de votre émission matinale Frimatin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.